Que c'est devenu vraiment systématique dans les médias. On explique les tueries par les jeux vidéo. Mohamed Merah, c'est la faute des jeux vidéo. Breivik et les attentats en Norvège, c'est la faute des jeux vidéo. Vous préconisez l'interdiction des jeux vidéo violents, avilissant la personne humaine. We must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. En tout cas, les études ne montrent pas de lien de causalité entre un jeu violent et un comportement violent. 90% des jeunes aujourd'hui jouent à des jeux vidéo tout court. Donc c'est extrêmement difficile de mettre en avant cet argument-là. Ce qu'on peut montrer, c'est que le jeu vidéo, avec la compétition que ça induit, parce qu'on veut dépasser l'autre, parce qu'on veut tuer l'autre, parce qu'on veut être meilleur que l'autre, va pouvoir créer une certaine agressivité, mais que ce soit sur Candy Crush, sur Mario Kart ou sur un jeu vidéo où on tue à la première personne, le résultat sera le même. Donc en tout cas, le jeu vidéo ne va pas rendre violent à proprement parler. Au contraire, on a pu prouver que depuis les années 90, à chaque sortie d'un jeu vidéo violent, on observe une baisse de la criminalité, en tout cas aux États-Unis. Le média peut être violent, mais c'est un reflet de la société. Si on achète des jeux violents, c'est aussi parce que le quotidien fait violence. Ça ne veut pas dire, en tout cas, qu'on va aller développer des problématiques psychiatriques associées ou qu'on va aller passer à l'acte. Au contraire, c'est un effet aussi défouloir. Et comme on gagne en estime de soi, parce qu'on gagne des points, qu'on se sent mieux, qu'on est en lien social avec d'autres personnes, alors que finalement notre environnement n'est peut-être pas toujours favorable, eh ben, ça va potentiellement faire baisser justement l'agressivité ou la violence des individus. Alors Breivik s'entraînait sur Call of Duty, mais non pas pour aller tuer des personnes, c'était plus le côté stratégique de vérifier quels étaient les flux de personnes, comment ils allaient s'échapper. Donc c'était plus la mobilité dans l'espace qui l'intéressait. C'était pas le jeu à la première personne, violente en tout cas, qui suscitait ce mécanisme-là. C'est quelqu'un qui avait une problématique psychiatrique de l'ordre de la schizophrénie paranoïaque, et c'est plutôt ça sur lequel on devrait travailler, les problématiques de santé mentale, la prévention qui aujourd'hui est de moins en moins effectuée, plus que d'aller s'alarmer sur les jeux vidéo. Je préfère parler de pratiques excessives plutôt que d'addiction. Quand l'Organisation mondiale de la santé a parlé de gaming disorder, ça a tout de suite été traduit en France par addiction aux jeux vidéo, alors que la traduction réelle et littérale, c'est trouble du jeu vidéo. Et pour qu'il y ait un trouble du jeu vidéo, il faut vraiment qu'il y ait un surinvestissement du jeu au détriment de la vie affective, familiale, scolaire, professionnelle, etc. sur une durée au moins de 12 mois. Or, 12 mois vraiment en excès, en ayant entièrement plus aucune autre activité, ça reste extrêmement rare. On voit au niveau des études qu'on a entre 1 et 2% de la population qui finalement pourrait avoir un trouble du jeu vidéo, ce qui reste finalement extrêmement faible. La meilleure prévention autour des risques liés aux jeux vidéo, c'est de parler les uns avec les autres, de mettre du dialogue et de s'intéresser à ce que font les jeunes, avec qui ils jouent, est-ce qu'ils dépensent de l'argent, comment ils jouent, est-ce qu'ils sont classés, est-ce qu'ils sont bons, s'ils passent leur temps à perdre, bah, ils vont aussi mal que s'ils perdent leur match de foot dans la réalité, il faudra les consoler, et s'ils gagnent à longueur de temps et qu'ils sont dans le top 8 France, peut-être qu'il faudra mettre le trophée sur la cheminée comme on l'aurait fait avec le foot, le rugby ou le conservatoire de musique. En ce qui concerne le jeu vidéo, si on joue 1 heure par semaine mais qu'on ne pense qu'à ça toute la semaine, ça va être potentiellement très compliqué et générer un trouble. Si par contre on joue 12, 13, 14 heures par jour parce qu'on est un joueur professionnel, on n'aura aucun trouble parce que c'est cadré, on s'entraîne d'une manière sportive, avec une équipe, avec une hygiène de vie. La réalité sociologique du jeu vidéo, c'est que la moyenne d'âge est de 34 ans, que les femmes sont à 48% joueuses et que du coup on est très loin de ce qu'on peut considérer comme être le joueur de jeux vidéo. Le joueur moyen n'est pas du tout celui auquel on pense parce que le jeu vidéo, encore une fois, est pluriel et qu'il y a tellement de sortes de jeux vidéo qu'en fait on peut tous être joueurs aujourd'hui.
Les recherches montrent tout et son contraire parce qu'on n'a pas forcément toujours ni les bons échantillons ni les bons jeux. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une recherche globale mondiale qui utiliserait systématiquement le même jeu vidéo. Aujourd'hui, certains vont utiliser un jeu de voiture, d'autres un jeu violent, d'autres un autre jeu violent. Et en fait, comment peut-on comparer avec des échantillons aussi faibles et des méthodologies pas toujours très fiables un jeu vidéo? Et en plus, il faut bien comprendre aussi qu'on a tout l'environnement, que c'est multifactoriel. Si on veut regarder si un jeu vidéo rend violent, il faudrait savoir ce qu'on a mangé et bu dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans au préalable, est-ce qu'on a été soutenu par son entourage, est-ce que ça va bien à l'école, est-ce qu'on a une vie affective qui va bien. Ça, c'est vraiment multifactoriel, donc ça rend très compliqué finalement de prouver un certain nombre de choses en sciences sociales.